thème ici, c'est les impacts politiques, sociologiques et culturels d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Donc je ne vais pas aborder les aspects scientifiques que Laurent Alexandre notamment connaît beaucoup mieux que moi. Il y aura une première partie de faits, une deuxième de quoi est-ce qu'on va vraiment parler. Une troisième, c'est le cœur du sujet, ce sont vraiment les impacts politiques, sociologiques et culturels. Pourquoi est-ce que vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé a de nombreux impacts et de mon point de vue, et je vous expliquerai pourquoi, généralement, globalement, très positif. Et puis il y aura une conclusion et puis une post-conclusion avec des aspects psychologiques. Mais d'abord, je fais, on dit toujours 1 minute de silence, mais moi je vais me contenter de 1 seconde de silence, ok, en mémoire de Marie, Mustapha, Vladimir, Weiss, Salia, Yimke et 100 000 autres personnes qui aujourd'hui sont mortes de maladies liées au vieillissement. Donc 2 tiers des gens actuellement dans le monde qui meurent chaque jour, c'est de maladies qui sont liées au vieillissement. Les faits. Alors les faits, je commence par, donc Laurent Alexandre a expliqué, souvent les écologistes sont pessimistes et la gauche de manière générale est pessimiste et a une vision négative, et je pense effectivement que c'est quelque chose qui est trop souvent présent, alors que chez les écologistes, l'intérêt pour la santé est quelque chose de majeur, même quelque chose de majeur c'est une bonne chose, et beaucoup plus présent que dans les autres partis. Et c'est aussi une bonne chose, enfin, ça veut dire qu'on est en avance de ce côté-là, mais parfois on voit, enfin souvent, les choses négatives, et l'arbre et pas la forêt. Donc quelques faits. Le premier fait, c'est vieillir n'est pas naturel. Voilà, ça c'est un peu provocateur évidemment, mais donc dans la nature, la plupart, enfin lorsque les êtres vivants meurent, ils ne meurent pas de vieillesse, ils meurent de prédation, de toutes sortes de causes. Mais par contre, en captivité, la majorité des animaux et tous les mammifères finissent par mourir de mécanismes de dégénérescence et donc du vieillissement. Premier fait bon à savoir. Deuxième fait, souvent oublié, notamment chez les écologistes, nous vivons plus longtemps et nous mourrons moins souvent. Bon, c'est spectaculaire, comme l'a montré Laurent Alexandre, sur le long terme, mais ça reste même extrêmement spectaculaire sur le court terme. Donc prenons juste le 21e siècle. Là, vous avez l'évolution de 2000 à 2012. Pour 1000 habitants, en l'an 2000, il y avait 9 personnes qui mouraient chaque année. Il n'y en a déjà plus que 8. Pour une espérance de vie globale au niveau mondial qui était de 62 ans en l'an 2000, on est déjà passé à 64 ans. Donc on progresse, hein, globalement à peu près 3 mois par année. On continue et les indicateurs sont pour la plupart au vert dans toutes sortes de domaines. Évidemment, ça ne veut pas dire que, par exemple, la question du réchauffement climatique, etc., on n'aborde pas ça ici. Peut-être que j'aborderai brièvement ce que j'appelle les risques existentiels, mais pas. Donc ici, on est au point de vue évolution de la santé dans le monde, de moins en moins de morts et on vit de plus en plus longtemps. Il y a eu 3 grandes périodes de diminution de la mortalité jusqu'à ce jour. Ces 3 périodes qui se superposent évidemment, mais qui sont très différentes. La mort des enfants, la suppression de la mortalité infantile est devenue quasi totale chez nous, mais elle diminue très rapidement dans les pays du Sud. Et c'est ce qui explique que pour le moment, dans les pays du Sud, on gagne plus en espérance de vie que chez nous. Plus récent, c'est la fin des maladies infectieuses, la fin des maladies venues de l'extérieur, ou en tout cas la forte diminution, et aussi tout ce qui est accident, criminalité, violence, etc. Et beaucoup plus récent, ça c'est vraiment durant seulement les 20 ou 30 dernières années, c'est la diminution des dégradations suite au vieillissement, et donc vraiment l'espérance de vie qui croît, même pour les gens les plus âgés, avec les 3 grandes catégories de maladies liées au vieillissement pour lesquelles les progrès sont variables, à savoir les maladies cardiovasculaires, ça diminue très rapidement, les cancers, ça diminue très rapidement dans certains domaines, moins rapidement dans d'autres, et les maladies neurodégénératives, pour le moment, on ne progresse guère. Retarder le vieillissement, donc j'ai commencé par l'optimisme, là c'est le moins optimiste, donc
on progresse rapidement, par exemple, pour les centenaires. Donc, c'est la tranche d'âge à la croissance la plus rapide. J'ai dit les maladies cardiovasculaires tuent de moins en moins, les cancers tuent de moins en moins. Mais par contre, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on ne progresse pas. On a parlé ce matin de tout ce qui était particules fines, ce qu'on appelle parfois les cocktails toxiques, donc les produits chimiques, l'épidémie d'obésité. Et aujourd'hui, la durée extrême de vie pour un être humain reste toujours Jeanne Calment, qui est décédée à l'âge de 122 ans en 1997. Et étant donné que la personne la plus âgée au monde aujourd'hui n'a que 115 ans, ça veut dire qu'en réalité, de ce côté-là, on aura progressé au plus tôt qu'en 2020. Et vous avez là la photo, mais ça c'était à l'exposé précédent, de la femme la plus âgée au monde. Entre-temps, elle est décédée. Et la personne la plus âgée au monde actuellement donc n'a que 115 ans. Alors, maintenant, ça c'est pour des faits qu'on oublie parfois. Maintenant, quelques précisions sur ce dont je parle. Alors, les quatre grandes objections par rapport à une vie beaucoup plus longue en bonne santé sont impossibilité, hybris, surpopulation, ennui. Si vous en avez, je tiens les paris que vos questions lors du débat porteront sur les quatre. Impossibilité, c'était pour Laurent Alexandre, je passe au tour. Hybris, c'est jouer Dieu. Est-ce qu'il faut jouer Dieu ou pas? Moi, je pense qu'on a toujours joué à Dieu depuis que l'être humain est un être humain, et même avant. C'est un dépassement de la nature qui est une caractéristique de l'être humain. Donc, vous portez tous des prothèses à vocation thermique, hein, je vois ici tous, qu'on appelle des vêtements, hein, non? Vous utilisez tous le feu depuis avant votre naissance, et on est tous traversés d'ondes électromagnétiques d'ailleurs depuis avant votre naissance. La surpopulation, j'y reviendrai dans l'exposé lui-même, et la question de l'ennui, ça pour moi c'est pourquoi vouloir l'immortalité alors qu'on ne sait déjà pas quoi faire le dimanche après-midi. Je pense que c'est une vraie question, et pour répondre à ça, parce que je ne reviendrai pas ici, et que la réponse est ceux qui vraiment ne souhaitent pas vivre plus longtemps en bonne santé. De toute façon, ne vous inquiétez pas, jusqu'ici le suicide n'est pas défendu, d'une part, et d'autre part, de manière plus... si vous souhaitez vivre naturellement et mourir naturellement, il suffit de ne pas utiliser ce qui permet de... je veux dire, si vous avez un cancer, il suffit de ne pas aller chez le médecin pour ne pas avoir de chance, pour pouvoir laisser faire la nature. Maintenant, laisser faire la nature, comme le disait Laurent toujours, ceux qui parmi vous ont plus que 24 ans, vous êtes déjà un petit peu antinaturel. Bien, alors dans l'exposé, ici, ce dont je parle, c'est pas de vieillissement, c'est-à-dire pas de vieillissement. Ah, attention, ça a l'air un rien tautologique, mais cela ne l'est pas. Donc je ne parle pas du fait qu'on va vivre de plus en plus longtemps, de plus en plus usé. Je ne parle pas du fait qu'on va vivre de plus en plus longtemps, mais qu'on va voir tous les autres mourir. Je ne parle pas du fait qu'on va vivre de plus en plus longtemps en se dégradant, en perdant la mémoire. Je parle de progressions qui permettront, dans un avenir relativement proche, enfin, qui pourraient permettre dans un avenir relativement proche, parce que moi je suis un optimiste modéré, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans les astres que ça va se passer, un équilibre entre les mécanismes de dégénération qui sont déjà là et des mécanismes de régénération que les progrès en médecine nous permettent petit à petit de faire aller de plus en plus loin, donc pour envisager une vie de plus en plus longue. Alors il y a ce concept qui a déjà été exposé tout à l'heure de vitesse d'échappement à la longévité. Pour rappel, au niveau européen, il y a des choses qui sont promues. Et par exemple, il y a ce qui s'appelle le Partenariat européen d'innovation pilote pour un vieillissement actif et en bonne santé, qui a pour objectif de gagner 2 ans d'espérance de vie en bonne santé pour 2020. Et en réalité, il faut savoir que ces 2 années d'espérance de vie en bonne santé, si tout se passe dans la situation dans laquelle on est déjà actuellement, en fait, ça se fera. Mais si on ajoutait aux 2 ans déjà prévus 2 ans, et puis qu'on continuait comme ça, alors que maintenant on gagne 3 mois d'espérance de vie par année, on peut envisager un jour de gagner 1 an par année. 1 an par année, ça veut dire donc en fait de ne plus mourir de vieillesse. Nous pourrions devenir donc immortels, avec plein de guillemets évidemment, ne pas mourir de maladie liée au vieillissement, sans même nous en rendre compte,
Tout comme, par exemple, moi, quand j'étais enfant, la leucémie des enfants, c'était vraiment la chose la plus horrible qui pouvait arriver pour une famille occidentale normale, parce que c'était comme une condamnation à mort, dans 90% des cas, comme une condamnation à mort, mais avec une agonie vraiment, comment dire, horrible, c'est pour des enfants. Aujourd'hui, la majorité des enfants qui sont atteints de leucémie en réchappent, je crois que je ne sais pas si c'est 80 ou 90%. Le cancer du sein, c'est la même chose. Moi, je me souviens que, enfin, plutôt, c'est un souvenir récent. Ma fille était surprise qu'on mourait souvent du cancer du sein. Et quand j'étais enfant, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas concerné, quoi qu'il y ait des hommes qui ont le cancer du sein, mais bon, quand j'étais enfant, le cancer du sein, c'était une maladie mortelle pour les femmes dans, je pense, près de 80%, ou en tout cas entre 60 et 80% des cas. Donc une réduction radicale du vieillissement aussi important, c'est moins bouleversant qu'il n'y paraît, parce que peut-être, comme on entend parfois des gens qui aiment bien un tout petit peu provoquer, n'est-ce pas, Laurent Alexandre, mais d'autres, mais c'est intéressant d'avoir la provocation, donc peut-être que le premier homme qui atteindra 1000 ans est déjà né, mais en tout cas il y a une chose qui est certaine, c'est en l'an 2100, il n'aura pas 200 ans. Et donc, dans 30 ans, par exemple, il n'y aura personne au monde qui aura plus que 145 ans. Donc, c'est un bouleversement qui est quand même, en fait, beaucoup moins grand que, par exemple, le bouleversement qui se passe dans votre poche, sauf ceux qui pensent que les GSM sont très dangereux, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais ce serait un autre débat. Mais donc, avec ceci, on est passé en 20 ans d'un gadget qui permet de multiplier 7 par 14 à quelque chose qui donne accès à plus de connaissances dans le monde que ce à quoi avait accès le président des États-Unis il y a 20 ans. Donc ces bouleversements qui sont effectivement bouleversants au point de vue des questions que ça pose, seront par contre, par bien des aspects, enfin, s'il se passe évidemment, moins disruptifs, moins déstabilisants qu'il n'y paraît. Ce serait en fait une stabilisation de l'âge, et comme vous savez, quand on change d'une année à l'autre, on ne change pas tellement que ça. Alors, tout est politique. Choix des progressions technologiques. Et donc, c'est là, quand on dit dans 20 à 40 ans, nous pourrons ne plus vieillir, d'abord, ça dépend évidemment de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas quels sont les obstacles, mais ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on fait, de quoi fait-on une priorité. Donc, est-ce qu'on va faire une priorité de mieux développer des armes, ou est-ce qu'on va faire une priorité de permettre aux gens de vivre plus longtemps en bonne santé? Moi, mon choix, comme écologiste, comme citoyen, il est clair, mais on peut discuter. Et parfois, le progrès s'accélère dans un domaine. Il s'accélère considérablement. Donc, en 1957, c'était le Spoutnik. En 1962 ou 61, je ne sais plus, John Fitzgerald Kennedy a déclaré dans un discours célèbre, avant la fin de la décennie, nous enverrons un homme sur la Lune. Et ça s'est réalisé parce qu'il y a eu des investissements gigantesques. Parfois, par contre, le progrès ralentit. Dans le domaine de tout ce qui est déplacement pour continuer. Donc là, c'était les transports. Si vous regardez, si vous comparez les véhicules entre 1927 et 1970, 43 ans, les différences sont plus grandes que les véhicules que vous voyez les différences entre 70 et 2013. Et donc, pour une vie beaucoup plus longue en bonne santé, l'avenir le dira. Alors maintenant, donc pourquoi vivre plus longtemps et pourquoi pas? Quelles sont les conséquences dans divers domaines? Première conséquence, malgré qu'on soit chez Écolo, je vais vous parler d'argent. Alors, des personnes de plus en plus âgées, cela ne signifie pas plus de coûts de santé. Ce qui coûte le plus, c'est le fait que nous mourrons, et avant de mourir, nous sommes dans la dernière année avant notre décès. Et là, vous avez par exemple pour les États-Unis, le coût moyen des dépenses médicales dans une population, attention, dans une population âgée de plus de 65 ans. La différence entre la colonne de droite et la colonne de gauche, différence impressionnante, c'est que dans la colonne de gauche, c'est les coûts de soins de santé une année normale, et dans la colonne de droite, la dernière année de vie. Autrement dit, lorsque vous faites des efforts importants au niveau médical pour permettre aux gens de vivre beaucoup plus longtemps, vous faites une économie globale pour la sécurité sociale et pour aussi le portefeuille des citoyens concernés. Je reviendrai sur la question de la durée de vie en bonne santé en répercutant ce qui concerne Robin qui n'a pas su venir aujourd'hui pour des problèmes de santé.
justement, et pour passer à la question suivante, classique, qui est la question de vie plus longue égale vie plus productive ou pas. Évidemment, lorsque, toute chose étant égale par ailleurs, lorsque vous permettez aux gens d'avoir une vie plus longue, ça permet une augmentation de tout ce qui est production, puisque la période de la vie active est également plus longue. Mais cela suppose la question de l'âge de la pension. Et pour l'âge de la pension, ça fait un très 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 long débat sur lequel je pourrais tenir 10 minutes à quart d'heure, mais je ne vais pas le faire ici. Je dirais juste une chose, c'est extrêmement important, et probablement que ça, vous le savez presque tous, que de se rappeler, ou tous, que de se rappeler que les personnes qui ont les revenus les moins élevés sont également ceux qui vivent le moins longtemps. Et donc ça veut dire que pour la sécurité sociale, par exemple, payer la pension d'un cadre, même, ou d'un cadre ou d'une personne ayant eu un haut salaire, même à supposer que le niveau de pension soit le même, ça coûte plus cher puisque la personne vit plus longtemps. Ou autrement dit, en termes d'éthique, mais aussi en termes d'efficacité, etc., il est souhaitable que l'âge de la pension soit stabilisé, voire même diminué pour les personnes qui ont les plus petits revenus, et que pour les personnes qui ont les plus grands revenus, là, on peut imaginer d'aller beaucoup plus loin dans un avenir pas tellement lointain, sachant aussi, ça vous savez que la Belgique est un cas particulier parce que la Belgique est un pays dans lequel le taux d'activité avant l'âge de la pension est extrêmement faible et qu'on peut d'abord gagner dans ce domaine-là, mais là, ça s'écarte du sujet d'aujourd'hui. Alors, là, comme vous avez la chance d'être écologiste comme moi, la plupart ici, je pense que c'est vraiment important d'expliquer en quoi une vie beaucoup plus longue, ça signifie un monde plus durable. En quoi c'est plus facile à réaliser quand les citoyens ont plus de temps. Alors, je commence par la question classique, la question de la surpopulation. Alors, première chose, en réalité, toute chose étant égale par ailleurs, supprimer les causes de mortalité liées au vieillissement n'a pas, dans nos sociétés, un impact aussi gigantesque qu'on pourrait le croire. Donc un démographe russe qui s'appelle M. Gavrilov a fait une projection de qu'est-ce qui se passerait dans le cas suédois si la mortalité après 50 ans restait la même que la mortalité avant 50 ans. Et vous avez là la comparaison, donc vous voyez, donc 1955 à 2005, c'est l'évolution jusque-là, et 2005-2055, c'est l'évolution avec mortalité et sans mortalité. Donc vous voyez que la différence est importante, mais elle n'est pas gigantesque. Ça, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Mais ce qui est important à savoir, c'est que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. Et pour le dire de manière qui a l'air provocatrice, mais qui est vraie, le meilleur moyen actuellement pour lutter contre la surpopulation, c'est de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Alors voilà, ici vous avez pour la ligne horizontale le nombre d'enfants par femme et pour la ligne verticale le nombre d'années d'espérance de vie. Chaque cercle représente un pays en proportion avec la population. Donc par exemple, prenons un exemple, la Chine qui est le plus grand cercle dans les deux cas. La Chine et l'Inde, prenons plutôt deux exemples, la Chine et l'Inde, vous voyez qu'en 1955, l'espérance de vie était faible et le nombre d'enfants était élevé. Je ne sais pas si... Voilà, donc ici se trouve la Chine et ici se trouve l'Inde. Il y avait donc près de 6 enfants par couple à ce moment-là et une espérance de vie de, je pense que c'était moins de 50 ans. Et là maintenant, pour la Chine, vous avez un nombre d'enfants inférieur à 2 enfants par couple, 2 enfants par femme, pardon. Mais là, vous savez qu'il y a une politique obligatoire, donc on pourrait relativiser. Mais même pour l'Inde, vous voyez combien, en même temps que l'espérance de vie a cru, le nombre d'enfants a fortement diminué. Et les pays qui sont à la traîne aujourd'hui, principalement les pays d'Afrique subsaharienne, sont aussi les pays où le nombre d'enfants par femme reste extrêmement élevé. Donc encore une fois, le meilleur moyen pour régler la question de la surpopulation actuellement, c'est d'améliorer l'espérance de vie. Évidemment, ça fait partie d'un ensemble, mais ce n'est pas par hasard que
la croissance de la population est un immense problème en Afrique subsaharienne et que c'est là que l'espérance de vie est vraiment la plus courte. Ce n'est pas non plus par hasard que, pour prendre l'Asie, Hong Kong et le Japon sont les deux zones où le taux de fertilité est vraiment extrêmement bas et l'espérance de vie est la plus grande. Ça veut dire aussi vivre beaucoup plus longtemps, moins de risques financiers, donc moins de risques aussi environnementaux. Un bon exemple pour continuer sur le Japon, c'est la dette publique japonaise, on n'en parle presque jamais. La dette publique japonaise est gigantesque, mais elle est possédée principalement par des personnes âgées, par la population japonaise âgée, qui donc a un comportement qui est beaucoup plus prudent. Et en fait, c'est logique. C'est logique parce que plus on vit longtemps, moins l'idée après moi les mouches se pose, plus aussi un environnement durable dans un corps durable est quelque chose de logique, plus aussi la consommation diminue, les gens en avançant en âge tendent à moins consommer, et plus aussi ça devient aisé de, één woord in het Nederlands, om te onhaasten, donc pour ceux qui ne parlent pas la première langue de notre petit pays, moi j'utilise se dépêcher, mais c'est plutôt, ralentir le rythme notamment de consommation. Autre chose pour laquelle souvent on connaît moins, c'est une société qui avance en âge est une société beaucoup plus pacifique et harmonieuse. Alors deux domaines. Le premier qui finalement concerne plus les gens individuellement que la société dans son ensemble, quoique, c'est une population plus heureuse. Alors quand on demande aux gens quel est leur degré de bien-être perçu, il y a une sorte de courbe de Gauss. Donc les gens jeunes sont heureux, les gens 20, 30, 40 ans sont moins heureux, et puis, bonne nouvelle pour ceux qui sont ici, sans vouloir être méchant, mais pour moi aussi, à partir de 40, 50 ans, le niveau de bien-être perçu progresse à nouveau. Et il progresse jusqu'à quand? En fait, il progresse jusqu'au moment où il y a le mécanisme de dégradation et où on approche du décès. Donc les taux de suicide chez les personnes très âgées sont fort élevés. On en parle relativement peu parce que c'est une des causes de mortalité parmi plein d'autres, tandis que pour les jeunes, c'est la seule, principale, c'est une cause très importante. Mais donc, c'est les gens qui avancent en âge, malgré toute la question de l'ennui et tout ça. Le fait est que lorsqu'on leur demande leur degré de bien-être, lorsqu'ils avancent en âge, leur degré de bien-être augmente, sauf encore une fois lorsqu'ils approchent de la mort et lorsqu'il y a tous les mécanismes de dégénérescence. Mais plus important aussi, mais ça c'est pour la société dans son ensemble, une société qui avance en âge, c'est une société de moins en moins violente. C'est d'ailleurs, souvent les gens, mais là c'est pas les gens situés à gauche, mais encore plus les gens situés à droite disent oui, la société est de plus en plus violente, jamais quand j'étais jeune on ne m'avait insulté comme on le fait maintenant. En réalité, la société est de moins en moins violente si vous regardez sur le long terme, et les sociétés plus âgées sont moins violentes que les autres sociétés. Et une des raisons, c'est celle-là. Vous avez là le taux d'arrestation aux États-Unis en 1985 et 1992 pour meurtre. Et vous voyez donc la ligne horizontale, c'est l'âge, que dès qu'on dépasse l'âge de 20 ans, ça dégringole extrêmement rapidement. Et c'est pas parce que les gens se dégradent physiquement et ne sont plus capables de tuer leurs voisins, c'est parce que l'apprentissage de vie en société a pour conséquence que à 30 ou 40 ou 50 ans, normalement, on peut encore tuer quelqu'un. Et d'autant plus facilement qu'on vit dans un monde, parce que ça c'est une transition par rapport à quelque chose de plus global, et qui est pour moi extrêmement important, on vit dans un monde de plus en plus dangereux, et donc ça c'est une des choses pour lesquelles moi je pense que je ne serais pas en accord avec Laurent Alexandre, ou en tout cas il n'y a pas parlé de ces aspects-là. On vit dans un monde de plus en plus dangereux, aux risques existentiels de plus en plus importants. Les risques existentiels, c'est les risques qui menacent l'humanité dans son ensemble. Détruire les autres est de plus en plus simple matériellement et aussi de plus en plus simple psychologiquement. Donc si vous aviez le choix entre tuer quelqu'un à la hache ou tuer quelqu'un en appuyant sur un bouton, je pense que vous choisiriez le bouton, mais pas par sympathie pour la personne, parce que c'est plus simple pour vous psychologiquement. Et donc
ces risques-là sont gigantesques et un des moyens de la diminuer, mais j'ai pas non plus, je pense qu'un des moyens de la diminuer, c'est tout ce qui rend l'être humain de plus en plus précieux. Et parmi les choses qui rendent l'être humain de plus en plus précieux, il y a évidemment tout ce qui permet de vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Donc tout ce qui est investissement en matière médicale. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, pour laquelle je milite, notamment chez les écologistes, pour que ça devienne une priorité. Alors après ça, il y a les avantages politiques et éthiques. C'est des avantages politiques et éthiques par rapport aussi au fait que les investissements soient des investissements qui soient des investissements collectifs. Donc entre autres, dans notre vieille Europe, je suis plus optimiste que d'autres. Je pense qu'il y a quand même des investissements considérables qui se font déjà en Europe. Et mes premières choses à rappeler, c'est que pour le moment, contrairement aussi à ce qu'on pense assez souvent, pour le moment, en réalité, les différences d'espérance de vie entre les riches et les pauvres ont plutôt tendance à décroître qu'à s'accroître. Là, vous avez à l'horizontale le PIB, ça n'a pas tellement d'importance ici, à la verticale l'espérance de vie, à gauche en rouge c'est la Chine, en bleu c'est le Bangladesh, et donc en jaune les États-Unis et en orange la Belgique. Et vous voyez que la croissance de l'espérance de vie est beaucoup plus rapide dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Un des exemples les plus spectaculaires étant le Bangladesh, où l'espérance de vie a cru de 12 années ces 25 dernières années, alors que chez nous, ce n'est que, entre guillemets, que 6 années. La raison principale, attention, la raison principale, c'est pas vraiment que les progrès médicaux sont plus rapides là-bas. La raison principale, c'est qu'au Bangladesh, il y avait encore une partie importante de mortalité infantile qui dégringole, alors que chez nous, ça ne peut plus dégringoler puisqu'il n'y en a presque plus. Mais ça continue à diminuer, contrairement à ce que vous entendrez parfois. Par exemple, oui, mais il y a de plus en plus de cancers chez les enfants. Il y a peut-être de plus en plus de cancers chez les enfants. Il y a certainement de plus en plus de cancers détectés, mais on en guérit de plus en plus. Et même chez les enfants, la mortalité continue à diminuer en pourcentage. Bien. Donc, l'État devrait, pour moi, subventionner la progression de l'espérance de vie, c'est-à-dire subventionner tout ce qui est recherche médicale, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de stabilité. Parce qu'une société dans laquelle, et ça pour moi c'est vraiment aussi un aspect central, une société dans laquelle les pauvres pourraient penser qu'ils continueront à mourir pendant que les riches échappent au vieillissement, serait profondément déstabilisante. Donc même si vous pensez que finalement c'est bien que vous puissiez vivre beaucoup plus longtemps, mais que ce serait mieux que votre voisin meure, je pense que vous avez tort, parce que ce serait une société déstabilisante. Et j'en profite pour dire, donc par rapport à une question qui avait été posée en début d'exposé, oui, quid des dictateurs? En fait, les dictateurs meurent assez rarement dans leur lit, donc il y a quelques exceptions, mais bon, plus tout ce que j'ai dit sur la société non violente. Et donc, en fait, fondamentalement, pourquoi est-ce qu'il faut faire des efforts pour gagner de l'espérance de vie en bonne santé? Parce qu'on est, je pense, presque tous pour, ici dans la salle, et même ailleurs, plus d'égalité entre hommes et femmes, plus d'égalité selon les origines ethniques, plus d'égalité aussi, là il y a probablement un moindre consensus, mais enfin, entre riches et pauvres, et donc également, bon, pour ce qui concerne l'égalité entre les pigeons et les êtres humains, c'est pour plus tard, mais donc plus d'égalité entre les jeunes et les vieux. C'est pour moi un devoir global des gouvernements de protéger la vie de leurs citoyens chaque fois que c'est possible. En fait, d'ailleurs, c'est déjà un devoir. Et comme cela devient possible en gagnant de l'espérance de vie en bonne santé, c'est un devoir aussi. Et c'est encore beaucoup plus un devoir collectif. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste, un devoir collectif de le faire dans le domaine médical, plutôt que... Ouais, c'est aussi important, évidemment, les aménagements qu'on peut faire ici en Belgique par rapport aux personnes âgées, dans les maisons de retraite, par exemple. Tout ce que vous pouvez faire ici, vous le faites pour faire simple, nos vieux à nous. Ce que vous faites, l'Union européenne, par exemple, pourra faire comme progrès médicaux dans le cadre de l'espérance de vie, si on arrive à ce que les résultats des recherches soient mis en commun
C'est-à-dire, si tout ce qu'on fait là, ça profitera à l'ensemble de la population. Et donc, ça c'est encore une chose, si ceux qui se disent, notamment à gauche, oui, mais ça ne doit pas être une priorité, et il faut laisser faire les riches parce que nous, ça ne nous concerne pas, un des effets collatéraux, enfin non, un des effets principaux, ce sera, dans un premier temps, tout ce qui est progrès médicaux sera disponible surtout pour les plus riches, même si par hypothèse on l'interdit ici en Belgique ou ici en Union Européenne, ça n'empêchera pas nos millionnaires à nous de prendre l'avion pour l'Asie, pour une clinique dans un pays riche. Alors donc quelques mots de pré-conclusion. Hein. Vivez, mourrez comme vous voulez, mais n'obligez pas nos enfants qui ne vous auraient rien fait à vieillir. Donc si vous pensez que c'est bien de vieillir, ça ne veut pas dire que vous devez refuser les progrès médicaux. La question d'un vieillissement retardé, ce n'est pas un si, est-ce que ça va se passer, mais c'est quand, à quel rythme et surtout pour qui. Enfin, sauf évidemment en cas de catastrophe, hein, ça ne veut pas dire... sauf risque existentiel, etc., dont j'ai parlé, sauf dégradation brutale. Bon. Mais sinon, dans un environnement qui continue tel qu'il est, un environnement scientifique qui continue tel qu'il est, de toute façon, donc, nous gagnons déjà 3 mois d'espérance de vie et ça va continuer grâce au progrès en matière notamment de thérapie génique. Et donc, je vous ai déjà dit, une société de citoyens plus durable, plus résilient, qui vit beaucoup plus longtemps, c'est une société elle-même plus durable, parce que notamment là où les citoyens savent qu'ils vivront plus longtemps, ils prennent plus soin d'eux-mêmes et ils prennent plus soin des autres. Et donc pour moi, c'est un des plus beaux futurs qu'on peut imaginer. Ça, c'est la pré-conclusion. Mais alors, finalement, je fais une sorte de post-conclusion. C'est pourquoi est-ce que vous trouvez, ou beaucoup de gens trouvent que c'est bien de mourir, de vieillesse. Donc, il y a ce concept d'une belle mort assumée, acceptée. Toutes les religions, sans exception, imaginent quelque chose après la mort. Bon, l'homme est le seul animal qui a la malchance d'avoir la certitude de sa fin. Ça, certains animaux ont probablement conscience de leur mort dans certaines circonstances, mais la perception de si, entre guillemets, tout va bien, hein, je vais me dégrader progressivement jusqu'à ne plus pouvoir bouger, penser, que mon cœur, ma rate, mon cerveau, mes sphincters, mes muscles, et tout ça vont petit à petit se dégrader, toujours entre guillemets, si tout va bien, jusqu'à ce que je meure. Ça, c'est l'être humain est le seul animal à le savoir. Et rationnellement, c'est insoutenable. Et donc, la seule solution, mais c'est inconscient, et c'est très complexe à se rendre compte puisque c'est inconscient, la seule solution, c'est de rendre ça soutenable. Et l'être humain, ça a une capacité inconsciente absolument extraordinaire pour se raconter des histoires qui ne sont pas seulement religieuses. Hein. Je suis content parce que je vais bientôt vieillir et que donc mes enfants, etc., etc., etc. Nous avons une capacité extraordinaire pour cela, et tant mieux qu'on ait une capacité extraordinaire pour cela, tant que la mort par vieillissement est quelque chose d'inévitable, mais un effet collatéral tout à fait regrettable, c'est qu'alors on n'en fait pas une priorité de la lutte contre le vieillissement. Voilà, plus d'informations, c'est notamment sur le site pour mon livre. Je réponds toujours aux courriels, même d'insultes et tout ça. Donc, sauf quand c'est la deuxième fois et que je dis je suis désolé, mais après je ne répondrai plus. Et il y a également une association, et évidemment le dialogue, j'espère, se poursuivra plus tard qu'ici et également